Donc bonjour et merci de suivre cette présentation virtuelle concernant les sarcophages de pierre de l'Est du Poitou. Et donc ma présentation s'intitule « L'extraction et la taille des sarcophages entre Vienne et Anglin du 5e au 8e siècle ». Elle va s'articuler en 3 temps. Le premier concernera la présentation des sarcophages de pierre de la région, afin d'avoir une idée de ce à quoi ils ressemblent. La deuxième concernera les matériaux, pour voir où est-ce que l'on produit des sarcophages, où est-ce que l'on en consomme, et la relation entre les lieux de production et d'utilisation. Et la troisième partie, la plus conséquente, va concerner la présentation de la carrière de sarcophage de pied griffé, qui est la seule à avoir été fouillée dans le département de la Vienne. Donc les sarcophages tout d'abord. Donc dans le cadre de ma thèse de doctorat soutenue en 2016 à l'université de Tours, j'ai pu recenser dans le département de la Vienne et également l'ensemble de la région centre environ 900 sites funéraires, dont plus des 2 tiers avaient livré des sarcophages. Une proportion que l'on retrouve à peu près dans le département de la Vienne, avec 130 sites funéraires avec une phase due au Moyen-Âge identifiée, dont une centaine a livré des sarcophages. Sur l'ensemble de ces sites, on a pu recenser à peu près 3330 sépultures, dont 2330 en sarcophage, donc 70% du corpus. Une surreprésentation qui peut s'expliquer en fait par déjà la meilleure conservation des sarcophages par rapport aux autres types de tombes, notamment celles en matériaux périssables ou en pleine terre, et par un intérêt particulier des antiquaires dès le 19e siècle et encore des archéologues au début du 20e siècle pour les sarcophages en pierre, plus facilement visibles, et dont beaucoup dans le Poitou en fait sont décorés avec des motifs parfois très simples et parfois beaucoup plus richement, comme on le verra un petit peu plus tard. Et donc de ces 2330 sarcophages, on a pu tirer 1450 fiches d'enregistrement archéologique, c'est-à-dire que pour ces 1450 sarcophages, on a au moins une information qui concerne la typologie, qui concerne les dimensions, qui concerne les techniques de taille ou encore les matériaux, et qui vont nous permettre de réfléchir à la manière dont ces sarcophages sont taillés et à toute l'économie qu'il y a derrière. Et la connaissance que l'on a à la fois des nécropoles et des sarcophages permet de supposer qu'environ 14 000 ont été enfouis dans le sol de l'Est, enfin dans le sol du département de la Vienne entre la fin du 5e et le 8e siècle. Donc ces sarcophages, on les retrouve dans des contextes très variés et documentés très, très différemment. Le premier, c'est évidemment les découvertes archéologiques à l'occasion de chantiers programmés, comme c'est le cas à Lavoux, ou de fouilles préventives, comme c'est le cas par ailleurs. Et on va trouver des sites très différents. Donc, par exemple, à Hanché, dans un mausolée antique, 2 sarcophages en pierre rectangulaire contenant des cercueils en plomb. À Lavoux, on a un sarcophage isolé à quelques kilomètres du bourg même de Lavoux. Voilà, une tombe isolée qu'on n'explique pas forcément. À Béruges, une nécropole associée au bourg et à l'église de Béruges. Et à Mamort, Saint-Georges-les-Baillargeaux, une nécropole mérovingienne plus grande, qui a priori n'est pas liée à un lieu de culte. La plupart des sarcophages, toutefois, que l'on va retrouver sont décontextualisés, comme c'est le cas par exemple à Civaux, évidemment, où on a à peu près 1 millier de sarcophages qui sont entreposés ici, alors pour certains sous la forme de la clôture du cimetière, et pour d'autres simplement stockés et présentés dans le cimetière. Et donc là, on a énormément d'informations sur la manière dont ils vont être taillés, enfin dont ils sont taillés, sur leur forme, sur leur décor, etc. Mais on ne sait pas où ils étaient enfouis exactement et à quelle époque
à quelle date précise ils ont été enfouis dans le sol de Civaux et donc à quelle date ils ont été fabriqués. Ce qui pose des problèmes ensuite pour l'analyse de toutes les données que l'on a. Vous avez le cas aussi d'une cuve de sarcophage sur laquelle je reviendrai à côté de l'église de Brux. Un autre exemple de plusieurs couvercles et cuves de sarcophage conservés à Saint-Pierre-les-Églises à proximité de l'église qui proviennent de la nécropole qui se développait tout autour. Et un autre exemple à Persac de couvercles décorés d'un motif à 3 traverses avec une inscription sur le dessus qui est conservée dans la chapelle du bourg. On a des lieux de conservation et des contextes de conservation beaucoup plus atypiques, comme vous le voyez à l'écran, avec en haut à gauche à Béthine en fait un couvercle décoré qui sert de clôture d'un champ, à Persac une cuve jardinière et beaucoup plus surprenant à Ins en fait un pont constitué de plusieurs couvercles de sarcophage. De manière un petit peu plus classique et on va dire en tout cas avec une histoire un petit peu plus anciennes, on a des remplois de sarcophages, notamment dans les églises, comme ici, en fait, un panneau de tête de cuve décoré qui a été remployé dans la maçonnerie de l'église de Pouillet. Et à Antigny, ce sont carrément des couvercles et des cuves entières qui ont été remployés à la base du chevet. Donc, tous les éléments que l'on a permettent de dresser un panorama général et une évolution de ces sarcophages. Et on a deux phases principales. Durant l'Antiquité tardive, en fait, surtout, les sarcophages sont de forme rectangulaire et sont massifs. Donc les cuves, comme on l'a vu, ont des parois très épaisses et ont vraiment un aspect massif que l'on ne retrouvera pas ensuite. Pour ce qui concerne les couvercles, ils sont très épais, ils sont autour de 30-40 cm d'épaisseur et présentent des profils assez variés, alors qui peut être plat évidemment, qui peut être arrondi jusqu'à être hémicylindrique. Et pour le Poitou, on a aussi beaucoup de sarcophages en bâtière, donc à 2 pans. Ces sarcophages tardo-antiques remploient très fréquemment des éléments architecturaux antiques, comme on le verra. Et ce qui permet de dire en fait qu'on est dans une production qui n'est pas organisée, qui est assez opportuniste peut-être, comparé à ce qui va se passer dans les siècles suivants. Et on a vraiment un tournant qui s'opère dans le dernier quart du 5e siècle, sans qu'on l'explique forcément, où on va avoir la disparition des sarcophages rectangulaires, et un nouveau cadre de production qui va se mettre en place, et une explosion en fait du nombre de sarcophages trapézoïdaux dans les nécropoles, avec au 6e, 7e siècle vraiment cette mode de l'inhumation en sarcophage qui va battre son plein. Et là, on va avoir un changement très important. Alors la forme qui passe de rectangulaire à trapézoïdale évidemment, mais aussi une réduction de la diversité et de l'épaisseur des blocs, qu'on identifie notamment pour les couvercles. Et l'idée là est vraiment de pouvoir produire rapidement et beaucoup pour répondre à une demande forte. Et avec Guillaume Rouget, on l'avait particulièrement bien mis en évidence pour la nécropole de Civaux, avec des motifs ornementaux qui vont se simplifier à l'extrême au fur et à mesure que la demande augmente, et également une qualité de cuve à Civaux qui est très médiocre parce que les carriers vont vite pour produire ces éléments, et l'idée est plus de donner un sarcophage à Civaux au tournant des 6e, 7e siècles que de donner une belle tombe. Et le dernier élément concerne les cuves qui vont, notamment à partir du milieu du 6e siècle, présenter un aménagement céphalique, sans que toutefois les cuves qui en sont dénuées arrêtent d'être fabriquées. Et donc on a comme ça, tout au long du Haut Moyen-Âge, une production concomitante de cuves avec et de cuves sans aménagement pour la tête.
Donc, quelques images de ce à quoi ressemblent les sarcophages tardo-antiques et ceux du Haut Moyen-Âge. Donc, deux éléments, un entrée qui montre eh bien, le caractère rectangulaire et massif de ces sarcophages, qui sont en pierre locale. À l'inverse du sarcophage en marbre de Saint-Abre à Saint-Hilaire de Poitiers, qui est vraiment une production très particulière, importée du sud de la France, alors que dans la majorité des cas, voilà, on va avoir ce genre d'éléments. Donc ici, par exemple, à Savigné, une colonne avec des écailles qui a été retaillée en cuve, un bloc de très grand appareil également retaillé pour servir de cuve, et à Antigny, ici, un bloc d'architrave qui a été retaillé, celui-ci, en couvercle, à deux pans, donc en bâtière, avec la tête et le pied qui ont été biseautés. Les sarcophages du Haut Moyen-Âge, donc plus simples dans leur forme, avec quelques réminiscences quand même antiques au début du VIe siècle, avec ici à Saint-Benoît un couvercle à deux pans, à deux pans. Et sinon la norme qui va être le couvercle plat, comme on l'a à Saint-Jean-de-Sauve et à Béruges. Et les cuves, donc, qui vont être trapézoïdales, ce qu'on voit assez bien ici à Saint-Pierre-de-Maillé, avec, on ne le voit pas très bien sur la diapositive, mais hop, un petit carré de pierre ici et un autre là qui est caché par la paroi, qui correspondent à un aménagement céphalique, et des blocs qui globalement vont avoir des factures très diverses en fonction du lieu de fabrication, du contexte de fabrication et de la personne qui les a fabriqués. Donc à Saint-Pierre-de-Maillé par exemple, on a des cuves qui sont lissées en quelque sorte, avec un traitement très particulier à l'aide d'un marteau taillant. Ici à Saint-Benoît, un traitement esthétique avec un pic ou une broche, avec des sillons concentriques qui donnent un bel aspect visuel à la cuve, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Évidemment le couvercle décoré ici de Béruges, mais surtout à Saint-Jean-de-Sauve, eh bien, une cuve, comme vous le voyez, qui n'est pas d'une très belle facture, de même pour le couvercle, qui est encore assez grossier, et qui nous donne des informations sur le contexte de leur fabrication. On trouve donc pour ces sarcophages différents types d'aménagements. Donc là pour la tête. Vous voyez ici sur cette carte que le département de la Vienne, enfin en tout cas les sarcophages poitevins, sont souvent les mieux représentés et ceux qui présentent le plus de particularités ornementales et techniques, comparé bien au reste de la région sur laquelle j'ai pu travailler. On a quelques données très souvent en Touraine, dans le Berry, et beaucoup moins dans la partie nord du Berry, le Blésois et l'Orléanais. Donc des aménagements pour la tête, des symboles aussi qui sont gravés, creusés, principalement au niveau de la tête des couvercles, sous forme de croix simple, double, triple, comme à Chauvigny, des tridents, comme c'est le cas à Civaux, et d'autres symboles comme des chrismes très schématiques ou des poissons, également à Civaux, 2 exemplaires qui sont à l'entrée de la nécropole. Et là encore, on a des différences formelles entre ces différents symboles qui peuvent nous indiquer eh bien, des sculpteurs différents. Par exemple, à Béruges, une croix grecque pâtée qui est complètement évidée et dont les 4 bras se rejoignent complètement. Et ici, à Journay, eh bien, 4 triangles opposés par la pointe qui vont former la croix. On a également des inscriptions, alors qui peuvent être très simples, l'alpha, l'oméga, le nom du défunt. Ici, vous avez le nom complet plus facilement lisible à Civaux, Pientia. Des inscriptions plus longues qui vont se développer sur les traverses lorsque le couvercle en est muni. Donc Godolpho, Arioméres ici à Ligugé, et des inscriptions, comme on le verra plus tard, qui peuvent être plus longues.
On a également quelques éléments beaucoup plus atypiques et qui peuvent constituer parfois des unicums, dans la région du moins. Avec tout d'abord le Bizôme, donc la cuve à 2 places, qui est conservée au baptistère Saint-Jean à Poitiers et qui provient donc de Chauvigny, dont on connaît 3 ou 4 autres exemplaires maximum en France actuellement, dont un est conservé au musée d'Aquitaine, sans qu'on explique forcément pourquoi cette production et comment surtout ça a été techniquement possible d'extraire un bloc aussi grand, aussi large, sans le briser, réussir à le tailler et réussir ensuite à le déplacer jusqu'à la nécropole d'utilisation. Une cuve particulière aussi à Brux, alors non pas dans sa forme, non pas dans sa technique de taille qui sont très simples, mais plutôt dans ses dimensions, puisqu'en fait le chevet mesure 1 mètre de long, ce qui est assez étonnant, puisque la moyenne se situe plutôt entre 60 et 70 cm. Là encore, on se pose la question de pourquoi et comment. Est-ce que c'était une cuve destinée à 2 individus quand même? Est-ce que c'est un bizôme raté? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui était très, très large d'épaule? On ne sait pas. Et c'est un cas assez unique, en tout cas dans le Poitou. Et on va retrouver aussi des sarcophages d'enfants, ce qui n'est pas du tout fréquent. Et la majorité des exemplaires que j'ai dans mon corpus concernent le Poitou. Et j'ai à peine une 50aine d'exemplaires, dont 40 sont situés dans le département de la Vienne. Et certains peuvent être, comme vous le voyez ici, eh bien, décorés suivant les mêmes motifs que les sarcophages d'adultes. Donc des décors qui sont très variés, qui vont être par contre localisés pour les plus riches sur certains sites, Béruges, Antigny, Chauvigny, Saint-Pierre-de-Maillé, Poitiers, dont vous aurez quelques exemples ici. Donc d'autres motifs à base de croix, très différentes les unes des autres, que l'on retrouve sur un sarcophage d'enfant, un couvercle d'adulte à l'avoue, avec un type de croix sur hampe particulier, qui n'est pas du tout le même que celui ici, à Poitiers. Le motif le plus courant que l'on va retrouver est celui de la triple traverse, et parfois quadruple traverse, le motif que l'on appelait anciennement la croix poitevine, et qui est vraiment, dont la diffusion en fait est circonscrite, et se fait principalement dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, avec des exportations ponctuelles beaucoup plus au nord, dans l'Anjou, en Touraine, et également dans les pays de la Loire, jusque la région nantaise plutôt, très certainement en utilisant le réseau hydrographique régional. Voilà, donc très facilement on peut partir de Poitiers, rejoindre la Vienne, depuis la Vienne la Loire, et descendre la Loire jusqu'à Nantes par exemple. Et donc comme vous le voyez à l'écran, on a une grande diversité de ce motif à 3 traverses, alors qui peut être très simple, avec des intervalles rectangulaires ou carrés, qui vont être d'ailleurs des indices en termes chronologiques, les intervalles rectangulaires étant a priori plus anciennes que les carrés, qui sont une transformation et une simplification du motif que l'on va retrouver plutôt au 7e, 8e siècle. Et voilà, des traitements très particuliers que l'on n'explique pas forcément, avec des ciselures, des incisions qui vont rehausser le motif à traverse, des symboles comme ici à Chauvigny qui vont être ajoutés, des stries également, alors sous forme de chevrons très simples, d'éléments courbes, des ondulations, comme on a ici, un mélange de chevrons, de stries, d'éléments concentriques et même de rosaces, comme c'est le cas pour ces 2 couvercles de Saint-Pierre-de-Maillé.
et des choses un petit peu plus excentriques, on va dire, comme ici, des traverses qui sont redécoupées alors de manière simple ou en dents de scie, comme à Chauvigny. Et parfois, donc, le motif à traverse va servir à accueillir un autre décor, comme ici, des corps de nouée ou d'autres types de rosaces et de croix, comme ici. Donc d'où proviennent tous ces sarcophages et finalement, qu'est-ce que leur provenance et la nature des matériaux peuvent nous dire? Alors, l'ensemble des sarcophages que j'ai pu étudier a fait l'objet, lorsqu'ils étaient conservés en tout cas, d'un échantillonnage afin d'identifier la pierre dans laquelle chaque bloc était taillé. En parallèle, j'ai mené une enquête régionale pour identifier les différents types de roches qui affleurent, qui étaient exploitées. Et par chance, on connaît quelques carrières de sarcophages dans la région, alors principalement en Touraine. Dans la vallée de l'Anglin et de la Gartempe, comme vous le verrez, on a clairement identifié des carrières de sarcophages. Et d'après la nature des matériaux, on sait qu'il y avait des centres de production dans la région allant de Mortemer à Chauvigny, avec les calcaires oolithiques, qu'il y avait un centre de production également entre Civaux et Lussac-les-Châteaux, et très certainement des carrières ouvertes en périphérie de Poitiers. Donc ces études pétrographiques permettent d'identifier pour chaque site le nombre de matériaux présents. Et ce que l'on observe, c'est des zones dans la région, alors ici dans l'Orléanais, dans le sud-sud-ouest de la Touraine, et dans le Poitou, des zones où en fait plusieurs centres carriers vont être en concurrence les uns avec les autres. Alors, des fois on a 1 ou 2 centres carriers maximum, parfois beaucoup plus, et comme vous le voyez ici, on a jusqu'à 7 approvisionnements différents, qui vont correspondre à des logiques très différentes, à des positionnements de centres carriers très différents dans l'espace, que l'on commence tout juste à comprendre. Et une chose qui est intéressante dans le Poitou, c'est de noter que l'on a donc les carrières de Chauvigny-Mortemer, celles de Civaux, celles de la vallée de l'Anglin, quelques-unes sans doute autour de Poitiers, qui vont être en concurrence les unes par rapport aux autres, mais qui vont être imperméables en fait aux importations extérieures. On ne retrouve pas ou très peu de sarcophages qui proviennent de la vallée de la Vienne en Touraine, dans le Poitou. On ne retrouve pas de sarcophages non plus de la région de Douai-la-Fontaine, ni même des sarcophages en calcaire provenant des Charentes. Quand on regarde dans les nécropoles, la situation, ce que l'on voit, c'est comme à l'écran pour la nécropole de Mamort à Saint-Georges-le-Baillargeau, des approvisionnements multiples. Et lorsque l'on réfléchit à la spatialisation de ces différents sarcophages, on se rend compte de choses et de l'évolution en fait de cet approvisionnement. Et par exemple, dans la partie nord de la nécropole, on retrouve principalement des sarcophages en pierre délourdine, en rouge, alors que dans la partie sud, on aura plutôt des sarcophages en pierre de Lavoux. Et donc, si on a bien une évolution linéaire de la nécropole, par exemple, on peut penser qu'au début de la période, on a des sarcophages qui vont provenir de telle carrière, et à la fin de la période d'utilisation de la nécropole, des sarcophages qui proviennent d'une autre carrière. La situation est plus complexe dans la mesure où vous voyez qu'on a au milieu de l'ensemble ici de pierre délourdine des sarcophages en pierre de Bonillet, quelques-uns même en pierre de Lavoux, et inversement dans l'autre groupe qui est dominé par les pierres de Lavoux. Et on peut avoir comme ça donc des centres de production qui vont avoir une importance plus ou moins grande qui va fluctuer au fur et à mesure dû au Moyen-Âge. Quand on regarde la situation depuis les carrières, comme ici dans la vallée de l'Anglin, vous avez donc la Gartempe, l'Anglin qui coule ici, et en rouge donc
les différentes carrières ou ensembles de carrières qui ont été identifiées. En fait, on peut faire la correspondance évidemment entre sarcophage et carrière. Il suffit de comparer les pierres qui ont été prélevées, enfin les échantillons prélevés sur les cuves, les couvercles, et celles que l'on peut prélever quand on étudie les carrières. Et ce que l'on peut observer ici, eh bien, c'est une production différente, plus ou moins diversifiée, en fonction des différentes carrières de la vallée de l'Anglin. Donc voilà, par exemple ici les carrières de pieds griffés et de brocs. On va avoir une production de cuves avec et sans aménagement céphalique et de couvercles plats uniquement, sur lesquels des sculpteurs vont pouvoir mettre des motifs à traverse ou des motifs de croix. Alors que ici, dans les carrières de la vallée de Rive, de la Jasserie notamment, on va avoir une production beaucoup plus diversifiée de cuves, quelques éléments rectangulaires même, des cuves avec ou sans logette céphalique, une cuve avec un aménagement, un trou d'évacuation au centre, et une plus grande variété de couvercles qui peuvent être à 2 pans, plats, à 3 pans même, avec des différences au niveau de la tête. Donc en général on a des chevets plats. Ici on a un exemplaire avec le chevet arrondi et un autre avec un chevet à 3 pans. Et en ce qui concerne les couvercles trapézoïdaux à chevet plat, on va en avoir qui sont à profil rectangulaire, donc les plus simples, d'autres légèrement bombés et d'autres en bâtière. Et donc là, on pourrait avoir si on avait suffisamment d'informations chronologiques concernant ces différents sarcophages, ça pourrait nous donner des indices chronologiques pour essayer de dater les carrières les unes par rapport aux autres. À une autre échelle, pour revenir donc sur la concurrence entre les différents centres carriers locaux, vous voyez le cas de figure ici pour le Poitou avec l'aire de diffusion des sarcophages, enfin des couvercles à traverse. Et donc dans le département de la Vienne, plusieurs centres carriers, Poitiers, Chauvigny, Civaux, Vallée de l'Anglin, qui vont être en concurrence. Et sans que l'on puisse donc déterminer une aire particulière à la Vallée de l'Anglin, une autre à Poitiers, etc. etc. Donc maintenant, la carrière de pieds griffés, qui est située donc dans la vallée de l'Anglin, à la limite entre la Vienne et l'Indre. Donc il s'agit de l'une des rares carrières de sarcophages actuellement connues en France. Donc vous avez la carte de répartition ici, toutes n'étant pas documentées de la même manière et aussi précisément, malheureusement. Et donc un centre de production qui a été découvert à la fin des années 50 par Claude Lorentz, qui a trouvé en premier lieu la carrière de pieds griffés, dont les négatifs trapézoïdaux lui ont tout de suite fait penser à des sarcophages mérovingiens. Et il a ensuite mené une prospection dans les vallées de l'Anglin et de la Gartempe, à la recherche d'autres traces d'extraction de sarcophages. Et c'est lui qui a identifié donc les carrières qui vont du Bédiou, ici à la confluence Gartempe-Anglin, jusque ici au rocher de la Dube, en direction de Mérigny. Il a mené également, entre 1959 et 1966, une première fouille dans la carrière de pieds griffés, sur laquelle je reviendrai. À partir de 2011-2012, j'ai repris l'étude du site dans le cadre de ma thèse, ce qui m'a permis, à l'aune de nouvelles techniques et de nouvelles problématiques de recherche, de réévaluer la nature des différentes carrières, les techniques d'extraction, de les préciser du moins, et de réévaluer la quantité de blocs produits. À partir de 2016, on a fouillé la carrière de pieds griffés, et cette fouille s'est achevée en 2020, et donc aujourd'hui la carrière est complètement vide. Et donc le centre carrier
de l'Anglin et de la Gartempe est constitué en fait de plusieurs carrières qui sont soit isolées, comme c'est le cas au Bédiou, à Pied-Griffé, au Rocher de la Lube, ou qui sont groupées, comme c'est le cas dans les vallées de Braux et de Rive, par 2, 3, 4, 5. Carrières qui sont ouvertes bien, dans les falaises ou les coteaux en plus faible pente qui sont de part et d'autre de l'Anglin notamment, qui ont fonctionné entre la fin du 5e siècle et le 8e siècle, sans que l'on puisse véritablement le préciser à l'heure actuelle, dans la mesure où seule la carrière de Pied-Griffé a été fouillée et a livré des éléments chronologiques. Et en fait, le centre carrier ici est daté par rapport au sarcophage et à la fourchette la plus large d'utilisation des sarcophages de pierre. On sait toutefois, à partir de l'étude des frontailles, qu'environ ou au moins 1250 sarcophages ont été fabriqués dans ces deux vallées, et que leur diffusion est locale. Et elle correspond à l'Indre et à l'est du Poitou essentiellement, avec quelques exportations plus lointaines jusque la région de Bourges, voire d'Orléans. La carrière de Pied-Griffé est donc la plus grande et la mieux conservée de toutes les carrières de la vallée. Mesure une quinzaine de mètres de longueur, une douzaine de largeur au maximum et une dizaine de mètres de hauteur au total. Elle est située donc au pied d'un coteau pas forcément très, très haut et très abrupt, à quelques mètres seulement de l'Anglin, qui est situé ici par rapport à la photo. Et les carriers en fait ont installé la carrière à cet endroit particulier du coteau pour une bonne raison, qui est que plus à gauche en fait on a des grottes naturelles qui ont été d'ailleurs utilisées à l'époque préhistorique. Plus à droite on a d'autres grottes naturelles, et donc les carriers ont bien vu en arrivant sur le site que à droite et à gauche en fait ils ne pourraient pas ouvrir une très grande carrière, et que le seul endroit vraiment où c'était possible, c'était ici. Et donc voilà, un positionnement qui ne doit rien au hasard, en tout cas dans le cas présent. Une carrière qui est structurée en 3 ensembles. Le premier qui correspond ici à une tentative d'ouverture de carrière qui a très vite avorté, puisqu'en fait, comme vous le voyez là, donc vous avez un début d'ouverture de carrière, des paliers, et les taches noires qui correspondent à des silex. En fait, les carriers ont commencé à extraire, sont très vite tombés sur un banc de silex, et là, les blocs qu'ils ont tenté d'extraire cassaient. Et donc, ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de la 4e, ils se sont dit que non, ça ne marcherait pas. Et donc, ils ont décidé de déporter l'extraction légèrement plus à gauche. Et là, on va avoir 2 niveaux d'extraction qui vont se développer depuis le sommet de la carrière ici jusqu'à ce niveau de sol, donc qui est le niveau de sol d'aujourd'hui, mais qui correspond à peu près au niveau de circulation du Haut Moyen-Âge. Et l'autre niveau qui va se développer depuis le niveau de circulation extérieure du Haut Moyen-Âge jusqu'au fond de la carrière. Et on a comme ça une carrière en forme de conque qui va former in fine une sorte d'abri sous roche. Donc en partie haute et en partie basse, une carrière en fosse. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une carrière qui est d'un type assez particulier, ou en tout cas avec un fonctionnement assez particulier, dans la mesure où elle fonctionne comme une carrière à ciel ouvert classique, comme on va retrouver par ailleurs dans la vallée, avec des fronts de taille très hauts, une extraction verticale en chantier successifs, etc. Mais elle a une tendance à s'enfoncer dans la masse rocheuse. Donc un fonctionnement qui n'est pas encore tout à fait souterrain, mais qui peut s'en rapprocher, qui va lui donner cette forme très très particulière d'abri sous roche. Donc, comme je vous l'ai dit, on a pu fouiller donc l'intégralité de la carrière, ce qui nous a permis de révéler l'ensemble des sols et des fronts de taille.
Et ces sols et fronts sont riches en informations à différentes échelles. La première est celle de la trace d'outils qui nous permet de restituer l'outillage des carriers, avec des empreintes ici, soit punctiformes, soit sous forme de sillons terminés bien par une petite pointe, qui correspondent à l'emploi d'un pic, alors à manche long ou à manche court, suivant la profondeur de la tranchée et l'opération effectuée, donc qui vont principalement permettre de creuser les tranchées d'extraction et parfois de régulariser certaines parois. Pour le creusement des tranchées d'extraction, on retrouve un autre outil utilisé avec un tranchant plat de 2 à 3 cm de large qui peut correspondre à un outil de type escoude, donc un outil d'origine antique, comme vous voyez ici, avec un tranchant plat d'un côté et une pointe de l'autre. On retrouve également l'usage du marteau taillant et de la polka. Alors marteau taillant essentiellement pour la rectification, l'aplanissement des parois, ce qui va donner une surface relativement lisse, ou en tout cas avec des grands aplats successifs correspondant aux différents coups de taillant et de tranchant, donc plat parallèle aux manches. Taillant qui est aussi utilisé pour la taille des blocs, à la fois des cuves et des couvercles, pour régulariser les champs extérieurs et intérieurs des cuves. Et la polka, donc un tranchant plat perpendiculaire aux manches de l'outil, qui est aussi utilisé, comme vous le voyez ici, pour régulariser le fond des cuves. On a enfin des coins en métal qui sont utilisés pour permettre le détachement des blocs, coins qui sont insérés, comme on le reverra ici dans la petite saignée. Et donc là, sur ce bloc qui n'a pas été complètement détaché, puisque vous voyez ici une fissure, l'emplacement des coins en fait est noté ici par différents petits bris qui correspondent en fait à l'enlèvement de ces coins après la tentative d'extraction. Donc comment d'ailleurs extrait-on un bloc ? Bien, l'opération est très simple. Il s'agit dans un premier temps de délimiter le bloc à extraire en creusant 3 tranchées, une au niveau de la tête, une à l'arrière, une au pied pour délimiter son plan. Et ensuite, la profondeur des tranchées va permettre de définir si le bloc qui sera extrait sera une cuve, auquel cas la profondeur des tranchées varie entre 40 et 50-60 cm, ou s'il s'agira d'un couvercle, auquel cas la profondeur varie entre 15 et 25 cm. Ensuite, à la base de ce bloc, les carriers vont creuser une saignée en forme de sifflet, comme vous le voyez ici. Une saignée que l'on appelle une encoignure. Et c'est dans cette encoignure que les carriers vont insérer les coins en métal, qu'ils vont venir forcer les uns à la suite des autres, en espérant que le détachement se passe le mieux possible, et que le bloc se détache donc de manière homogène entre le fond de l'encoignure ici et le fond de la tranchée arrière là. Alors ça ne marche pas toujours, comme vous le voyez ici avec cette fracture. Et dans certains cas, comme ici, où on a un couvercle en cours d'extraction qui a été abandonné sur place, on voit en fait que les coins ont été insérés grâce à toutes ces petites encoches ici. La question qu'on se pose, c'est pourquoi les carriers ont abandonné ce bloc. Sans doute qu'ils ont entendu un son en tapant sur les coins, un son qui leur a dit voilà, là la fracturation est mal partie, et donc le prochain coup de manier que vous mettrez sur les coins, le bloc va se casser en deux. Et donc dans le cas présent, en fait, les carriers ont compris la chose et sont allés extraire des blocs un petit peu plus loin. Dans la majorité des cas, les blocs sont extraits à l'horizontale, ce qu'on appelle en lit, et ils le sont surtout à plat. Ce qui fait que la forme que l'on va... la forme trapézoïdale que l'on pourra observer le sera au niveau du sol de la carrière. Donc vous avez
un négatif là avec la tête ici, un autre là avec la tête en bas, celui-là la tête en bas, et là 2 autres négatifs avec la tête à droite dans les 2 cas. On retrouve parfois des blocs disposés sur champ, comme ici, où du coup la tête est là, le pied est ici, et donc le négatif trapézoïdal sera visible sur la paroi de la carrière. Alors cette disposition peut s'expliquer en fait pour des facilités d'ouverture d'un nouveau front de taille. En fait, dans la partie basse de la carrière notamment, le carrier a accès au nouveau front de taille depuis le dessus, et donc il est souvent plus facile pour lui de l'ouvrir en disposant le bloc sur champ plutôt qu'à plat. Et on voit sur cet exemple eh bien, que ici on a donc le négatif trapézoïdal de ce bloc qui a complètement raté, et en dessous on va avoir des empreintes rectangulaires qui correspondent là à des blocs disposés à plat. On a également des blocs disposés à la verticale, en délit. Alors là, ça peut paraître un petit peu plus surprenant, mais ça a une explication. Et on peut avoir donc des blocs avec la tête en haut ou la tête en bas, indistinctement. Et enfin, les blocs peuvent être disposés tête bêche ou en éventail. On a ici par exemple une disposition de 3 blocs avec la tête sur la gauche, et donc on observe déjà en fait une tendance à cet ensemble à tourner, à pivoter dans cette direction. A l'inverse, ici, on va avoir ces 2 négatifs disposés donc tête bêche, avec un coup le pied ici à gauche, là le pied à droite, une disposition que l'on retrouve également là, le pied à droite, le pied à gauche, qu'on va retrouver ailleurs dans la carrière. Hein. Et l'intérêt en fait de cette disposition tête bêche est d'inscrire dans un rectangle 2 formes trapézoïdales. Et en fait d'éviter d'avoir, comme avec la disposition en éventail, une galerie ou un chantier qui va tourner dans un sens ou dans l'autre. Ce qui permet au carrier de conserver des chantiers dont les 2 parois, droite et gauche, sont bien parallèles l'une à l'autre. Et ça a son importance pour inscrire en fait ces chantiers dans un schéma général régulier, comme on va le voir tout de suite. Donc à partir du relevé du sol de la carrière, et donc de tous les négatifs de blocs qui sont visibles à des niveaux très différents, avec ici le niveau le plus bas, qui est la première fosse d'extraction du niveau inférieur de la carrière, et là une banquette qui est le niveau le plus haut, conservé au fond de la carrière. À partir de ces différents éléments, on peut reconstituer différents chantiers, organisés en 2, 3, 4, 5 fronts de taille successifs, qui vont correspondre à 4 à 20 blocs extraits. Et donc on peut restituer le sens de progression de ces différents chantiers. Et là, ce qui est intéressant, c'est que globalement, on voit que les chantiers sont organisés orthogonalement les uns par rapport aux autres. L'idée étant pour le carrier de maximiser au maximum la rentabilité du volume de roche exploité. Il ne va pas s'amuser à laisser en permanence des morceaux de roche entre 2 chantiers. Il n'a pas besoin de laisser de piliers comme ce serait le cas dans une carrière souterraine. Et du coup, il accole les chantiers les uns aux autres, alors soit en les mettant dans le même sens, comme c'est le cas pour le chantier ici 37 et le 28, en les accolant l'un à côté de l'autre, comme c'est le cas entre le 29 et le 28, ou en les mettant perpendiculairement les uns aux autres, comme c'est le cas entre le 31 et le 29. Et ce que l'on peut observer, c'est que donc, si le carrier veut conserver une régularité la plus grande, évidemment, il va être forcé d'utiliser la méthode tête bêche au maximum.
Dans certains cas, c'est pas le cas, comme on l'a ici, mais ça s'explique en fait ce relâchement en quelque sorte dans la disposition des blocs par le fait que le carrier ici pouvait se permettre de ne pas avoir un chantier bien perpendiculaire au précédent, puisque cette partie-là n'était pas destinée à être davantage extraite. Donc j'ai déjà évoqué les trois parties tout à l'heure, enfin les trois phases d'exploitation de la carrière que l'on retrouve ici, le palier, enfin l'ouverture et les premiers paliers d'extraction, le raté qui a fait les carriers se déplacer ici, et là clairement les deux niveaux qui sont visibles depuis le sommet de la carrière jusqu'à peu près ici, et un second niveau en fosse. Quelques photos plus détaillées, avec une chose intéressante ici qui est ce dépôt là que l'on a pu fouiller avec un sondage à la pelle mécanique, en fait qui correspond à un dépôt orangé qui n'est pas naturel, qui n'est pas tout à fait du remblai d'extraction jaune comme on a pu le fouiller dans la carrière, mais qui correspond très vraisemblablement en fait au rejet des déchets d'extraction, donc aux déchets d'extraction et de taille des niveaux supérieurs de la carrière. Et en fait, lorsque les carriers travaillaient ici, ils rejetaient directement leur déblai en bas de pente, ce qui a amené à la création en fait d'une petite plateforme au pied du coteau sur laquelle les carriers ont pu commencer à stocker les blocs et à embarquer ceux-ci sur des bateaux à destination des nécropoles de la région. Le premier niveau ensuite qui va être organisé en chantiers successifs que l'on identifie ici, là un autre qui est plus lisible quand on est sur le site que là sur la photographie. Donc 3 chantiers globalement parallèles l'un à l'autre, et ici en fait ce que l'on arrive à déterminer par l'arrondi du sommet de la carrière, 2 autres chantiers là et là, qui sont perpendiculaires aux 3 premiers. Et donc on a bien, comme je vous l'ai dit juste avant, des chantiers parallèles, contigus et perpendiculaires qui vont succéder les uns aux autres. Et en partie basse, donc, le second niveau d'exploitation avec les différents chantiers perpendiculaires ou contigus ou parallèles dont je vous ai parlé juste avant. Alors, aujourd'hui, la carrière donc, est une coquille vide, évidemment, mais elle était pleine de déchets d'extraction, notamment dans la partie inférieure, puisque les carriers n'allaient pas s'embêter à ressortir tous les déchets d'extraction de taille à l'extérieur, ce qui aurait posé des problèmes de stockage et de circulation dehors d'ailleurs, outre le fait que c'est un travail assez titanesque, comme vous vous en doutez, comme on a pu nous l'expérimenter durant la fouille de la carrière. Et donc tous les déchets d'extraction de taille en fait sont stockés à l'intérieur même de la carrière. Et ici vous avez à l'issue de la deuxième campagne, le toit des déchets d'extraction qui est visible, qui devait monter beaucoup plus haut, faire une pente qui montait vraiment jusqu'au palier ici, puisqu'en fait là on a eu un arasement complet du site et un terrassement très important au XIe, XIIe siècle lors de la réutilisation du site en bergerie, et donc le toit des déchets d'extraction qui a été écrété. Cela dit, voilà, un volume extrêmement important, et on évalue autour de 60-65% le volume de déchets par rapport au volume total extrait, de roches extrait dans le niveau inférieur de la carrière. Et donc on pourrait penser, ce sont des déchets, c'est pas forcément intéressant à fouiller, ça ne donne pas d'informations. Bien au contraire, comme on a pu le voir à chaque campagne de fouille entre 2016 et 2020, et notamment ces 2-3 dernières années, avec une stratification très complexe et des aménagements à l'intérieur
de la carrière et des déchets au fur et à mesure que l'exploitation va se développer dans un sens ou dans un autre. Et par exemple ici sur cette photo de travail, on a donc une vision de la complexité de ces aménagements avec par exemple ici un mur de soutènement des déblais qui correspond à la toute première phase d'exploitation du niveau inférieur de la carrière. Là, un premier mur, alors qui part comme ça, un premier mur qui va succéder, enfin un deuxième mur plutôt, qui va être remplacé un petit peu plus tard par encore un autre, qui va être ensuite recouvert ici par un cône de terre qui correspond en fait là au creusement d'un chemin à l'extérieur de la carrière et à l'aménagement de rampes pour l'exploitation des toutes dernières phases, des tout derniers chantiers de la carrière. Et donc sur cette fouille en cours, en fait, on a vraiment l'ouverture et la fermeture de la carrière qui sont visibles. Voilà, avec des stratifications très, très compliquées et très diverses entre cette partie-là où on a de la terre, ici où on n'a que des déchets de taille d'extraction, et des choses qui vont être différentes entre l'avant et l'arrière à chaque fois des murs. Voilà, un exemple ici de cette stratification. Voilà, quelque chose d'assez propre, jaune, mais où vous voyez ici énormément d'étiquettes qui correspondent aux principales couches que l'on a pu identifier. Et là, quelque chose de plus compliqué entre ces deux murs et de beaucoup plus altéré qui correspond à la fois de la terre qui a pu, qui peut provenir de l'extérieur, mais également des infiltrations venues du sommet de la carrière. On a des murs qui sont construits de manière très diverse. Et par exemple ici, ce premier mur, en fait, qui est intéressant dans la mesure où, quand il a été construit, l'espace était fortement contraint. Et donc, les carriers ont dû réfléchir à la manière dont ils allaient le construire. On voit qu'ils ont employé ici un couvercle entier, quasiment terminé, donc il manquait vraiment 2-3 coups d'outils quasiment pour qu'il soit terminé. Ils l'ont posé sur champ, ce qui a permis d'avoir une première assise de ce mur. Et par-dessus, ils ont disposé, alors, sous forme d'assises plus ou moins régulières, mais de manière assez soignée par rapport au reste des maçonneries du site, ils ont essayé de monter un mur le plus soigné possible et destiné à durer vraiment dans le temps. Et pour ça, en fait, ils ont récupéré des couvercles et des cuves qui sont cassés au moment de l'extraction, au moment de la taille. Ils les ont débités en blocs de petites dimensions qu'ils pouvaient porter à la main pour pouvoir les mettre en œuvre comme ils l'auraient fait dans un mur plus classique. C'est pas le cas ici. Vous voyez que le mur est moins haut, il est moins bien construit, il y a même une pente là. Et ici on a vraiment du tout venant, enfin des blocs cassés n'importe comment, qui sont même pas qui sont des rebuts vraiment tout petits, sans forme. Et là en fait c'était pas un problème dans la mesure où ce mur-là n'était pas destiné à durer énormément de temps, il n'était pas destiné à monter très haut, et les carriers avaient énormément de place derrière pour rejeter au loin les déblais. Voilà, ce qui explique en fait cette architecture un petit peu particulière. Et dans les déblais, on retrouve également, donc évidemment, des morceaux de cuve, des morceaux de couvercle plus ou moins taillés, plus ou moins complets, ce qui nous a permis de restituer l'intégralité de la chaîne opératoire depuis l'extraction jusqu'au bloc final. Et on sait par ailleurs, puisqu'on a retrouvé des fragments cassés à toutes les étapes de la taille des cuves et des couvercles dans la carrière, on sait que la taille se faisait au pied même du front de taille. L'idée est, voilà, dans la carrière, j'extrais un bloc, je le déplace pour libérer le front de taille et permettre l'extraction rapide d'un nouveau bloc, mais tout de même, mon bloc extrait est au pied du front de taille, et là, du coup, je peux commencer
à dresser ses parements extérieurs, comme c'est le cas ici pour le couvercle. Vous voyez, les carriers en fait ont commencé à attaquer d'un côté, ont ensuite retourné le bloc et ont attaqué depuis l'autre côté. Et là, le bourrelet que vous avez correspond en fait à la jonction entre ces deux attaques qui n'a pas été complètement finalisée. L'idée étant quand même à la fin d'obtenir un couvercle bien taillé, aux surfaces bien lisses, sur lesquelles éventuellement un sculpteur ou un autre tailleur, en tout cas, pourra réaliser, comme c'est le cas ici, eh bien les intervalles et les bras du motif à traverse, voire eh bien, à poser un décor un petit peu plus complexe. On a également des cuves, et donc là, un exemple de pied de cuve en cours d'évidement, où on voit en fait que les carriers, donc ont déjà dressé, enfin les carriers et les tailleurs ont déjà dressé l'extérieur, commencent à évider l'intérieur en donnant des coups de pique, a priori un peu n'importe comment, et au fur et à mesure qu'ils descendent, ils régularisent avec le marteau taillant l'intérieur des parois. L'idée étant de profiter du fait qu'il y a encore beaucoup de masse de roche ici pour s'assurer de la solidité du bloc. Je vous remercie de votre attention.